m'appelle Guillaume Rinfret, je suis shaper de Guettari Surfboards, qui est ma marque. Et je travaille à Guettari officiellement depuis 90. Mais dans la pratique, en fait, j'ai commencé le surf en 66 et j'ai fait ma première planche en 69. Et après, j'ai jamais arrêté, j'ai continué à en faire pour moi, pour des copains, etc. Alors j'ai commencé à surfer en 66, donc à l'époque c'était que des planches comme ça, 3 mètres et plus, 20 kilos minimum. Et l'année suivante, on a commencé à voir arriver d'Australie les premières McTavish courtes, c'est-à-dire 8-6. Pour l'époque, c'était très court, très large, avec V-bottom en dessous pour avoir une certaine maniabilité. Et du jour au lendemain, tous les gens qui avaient des planches comme ça, on essayait de les revendre ou de les retailler plus courts pour suivre la mode. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais une grosse Barlan qui devait faire 10 pieds quelque chose. 3 lattes, très lourdes. Avec un pote, on l'a entièrement déshabillé et puis on a essayé de refaire quelque chose de plus court dedans. Je ne raconte pas à quoi ça pouvait ressembler la première, mais bon, voilà, j'avais mis le doigt dans l'engrenage fatal. Et à partir de là, j'ai continué avec les difficultés qu'on avait à l'époque parce que les matériaux étaient absolument introuvables. Il y avait un constructeur en France, c'était Barlan, et comme il avait le monopole, ça ne l'intéressait pas forcément d'avoir de la concurrence. Donc les matériaux, ils étaient chez lui et voilà, ils y restent. C'est seulement passé 70 ou 71 qu'il a commencé à vendre des pains de mousse qu'ils appelaient pudiquement deuxième choix, qui en fait étaient bourrés de bu. Mais on était super contents d'avoir ça parce que c'était la première fois qu'on avait des vrais pains de mousse. Et jusque-là, on avait travaillé avec de la mousse d'isolation thermique. Il y avait à Dax un fabricant de camions frigorifiques qui utilisait ça. Donc on allait là-bas en train avec mon pote et on ramenait des blocs rectangulaires de mousse bruna pour arriver à donner un minimum de rocker. Bon, après, quand on a pu commencer à avoir des pains de mousse à peu près corrects, des résines américaines, des tissus, etc., bon, ça s'est évidemment amélioré. Mais ça restait très difficile parce que aujourd'hui, quelqu'un qui veut se faire une planche, il va sur Internet, il va trouver 250 tutoriels, qui sont pas tous bons, mais dans le tas, il y a quand même des trucs bons. Les matériaux, il y a des fournisseurs, je dis pas partout, mais il y en a, et tu peux commander et te faire livrer. Enfin bon, ça n'a plus rien à voir. Et tu peux utiliser les mêmes matériaux que les pros utilisent. Donc, déjà, on commence par déterminer ce qu'on veut faire exactement. C'est quand même la base. Donc, généralement, si c'est pour moi, c'est pas un problème. Si c'est pour un client, j'essaye de passer souvent 1 heure, voire plus, pour bien discuter, savoir exactement où il surfe, comment, combien il a d'années d'expérience derrière, le genre de truc qu'il préfère. Et bon, une fois qu'on a déterminé ce qu'on va faire,
Généralement, soit je réalise un template, c'est-à-dire un gabarit comme ça en contreplaqué, à partir des mesures et de la forme qu'on a sorties, soit j'utilise des templates existants et en les trafiquant, en les mettant bout à bout, en joignant 2 courbes ou 3 courbes, je recrée en fait un nouveau template à partir d'anciens. Donc ça, c'est tracé sur le banc de mousse. Là. L'outline, c'est-à-dire la forme extérieure de la planche découpée à la scie aiguilline. On vérifie que c'est bien d'équerre partout, parce que c'est à la limite l'étape la plus importante, parce que si tu commences dans un truc qui est parfait, tu as des chances de finir avec quelque chose de pas trop mal. Si tu commences avec un truc où il y a petit quelque chose qui va pas, en te disant « à l'étape suivante, je vais arranger ça », l'étape suivante, tu vas augmenter Voilà. Et c'est comme ça tout le long. Donc le jour où j'ai réalisé ça, en fait, j'ai fait beaucoup de progrès parce qu'avant, j'avais tendance à bourrer. Dès que je commençais, j'avais envie de passer le rabot. Bon, en fait, il faut se calmer et à chaque étape, bon, c'est jamais parfait, mais il faut essayer de friser la perfection à chaque fois parce que je te dis, dès que tu fais une bêtise, si elle n'est pas réparée tout de suite, elle va s'amplifier derrière. Après, on travaille avec le rabot électrique parce que c'est lui qui va permettre déjà de décrouter le pain, parce qu'en surface, la mousse est très dense, ça forme comme une croûte en fait. Et pourquoi rabot électrique ? Parce que en fait, lui, il travaille tout seul. T'as pas besoin de pousser, donc il suffit de marcher, quoi. Et ça permet de faire des jolies courbes tout le long, alors qu'avec des outils à main comme les râpes, comme ça, ce que tous les débutants ont tendance à avoir peur des rabots électriques et à travailler avec des outils à main, c'est pas terrible parce que dans la pratique, tu vas faire au lieu de faire donc au lieu d'avoir une courbe régulière, tu vas avoir des tas de petits machins comme ça qu'après il faut arriver à noyer dans une courbe. C'est pas forcément évident. Différents types de râpes après pour plus de la finition en fait, des cales avec du papier abrasif, gros grain, moyen grain, petit grain, etc. Moi mes planches, enfin sauf si on me demande spécifiquement une planche mate, mais c'est rare, sinon je mets un point d'honneur, on va dire, à sortir des planches qui ont systématiquement un polish en finale. Donc c'est pas mal de boulot parce qu'en fait il faut faire une couche de résine supplémentaire très fine qui est plus un vernis qu'autre chose et cette couche est poncée de plus en plus fin avec des papiers genre 400, 600, 800, etc. pour arriver à un truc où il n'y a vraiment plus de rayures et application d'une pâte à polir avec une peau de mouton et un lustrage en finale. Donc à l'arrivée, évidemment, c'est un miroir, on se voit dedans et c'est la partie jouissive vraiment du boulot parce que tu passes d'un truc poussiéreux et mat d'un seul coup quelque chose qui se met à briller. J'ai un fonds de clientèle qui me suit heureusement depuis un certain nombre d'années. Et puis avec Internet maintenant, c'est sûr que ça a permis de développer un petit peu parce que je me retrouve avec des clients
qui sont beaucoup plus au nord ou beaucoup plus côté Méditerranée, quelques-uns à l'étranger. Quand je suis allé en Californie, j'ai été complètement bluffé parce que j'ai eu la chance de rencontrer un shaper qui était relativement connu dans les années 50, 60, 70, qui s'appelait Bob Bollen, qui faisait Greek Surfboards, qui m'a invité chez lui pendant 2 jours et qui m'a raconté les histoires de vraiment les débuts, quoi. S'il avait travaillé avec Vazzy et autres. Et puis j'ai rencontré Gene Cooper aussi, Cooperfish. Alors, c'est pareil, vu de France, Cooper, c'est la Mecque, quoi. En fait, c'est un type absolument adorable, d'une humilité pas possible, qui a pris 1h30 de son temps pour me faire visiter son atelier, me montrer tout ce qu'il avait en cours, comment il faisait, avec quels outils, etc. On a échangé des t-shirts, et on est resté en contact depuis. Voilà, en fait, j'ai pas de tarif officiel ni sur le site ni sur ma page Facebook, parce que en fait on détermine le tarif avec le client au coup par coup en fonction de ce qu'on va faire. Shortboard entre 5 et 600 jusqu'à mettons 6-8. Hein. Au-delà longboard, c'est très difficile maintenant de sortir en dessous de 1000 €. D'autant que bon, j'ai tendance à faire je fais beaucoup de longboard, hein, du fait que la clientèle que j'ai, souvent c'est des gens de mon âge. Mais et le longboard autorise plus que le short à faire des trucs un peu sympas, du genre des latages spéciaux, des tailblocks un peu travaillés avec différentes essences de bois ou des trucs en résine translucide, etc. Bon, généralement sur les shortboards tu vois pas ça, mais sur les longboards oui, ça marche bien. Et ça permet en fait d'avoir une marge un peu supérieure